Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir comme invité un immense photographe animalier, Alain Ernoult. Alain Ernoult, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci pour votre invitation. Et merci de me recevoir. Avec plaisir. Je voudrais, Alain Ernoult, commencer par une citation du grand philosophe Aristote, qui se présentait de la manière suivante: « Je suis un animal politique. » Et vous, Alain, qui êtes-vous? Je suis un animal sauvage. Excellent. C'est-à-dire? Qui n'est pas apprivoisable, qui se fie ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et qui laisse agir son intuition au maximum. Mon parcours m'a rendu comme ça, et m'a sauvé la vie plein de fois, parce qu'avant d'être photographe animalier, je suis grand reporter, donc je faisais des trucs, des sujets extrêmes, des guerres et tout. J'ai pris une balle, je faisais des coups de couteau, il m'avait plein de malheurs, et j'étais le photographe patrouille de France pendant 30 ans, le Rafale, que des trucs extrêmes où je me mettais dans des situations nos limites, qui est mon surnom dans le métier d'ailleurs, pour pouvoir aller chercher des images que personne n'avait fait. Ce qui m'intéressait, c'est faire des images nouvelles et de surprendre le lecteur. Le défi m'intéressait, la remise en question m'intéressait. Le dépassement de soi-même m'intéresse parce que le dépassement de soi-même, il permet d'aller chercher des choses qu'on ignore nous-mêmes. En fait, au fond de nous, dans des situations extrêmes, on a des possibilités, mais hallucinantes. Et chaque fois, j'en découvre des nouvelles. Et ça m'intéresse, que c'est une remise en cause perpétuelle. Et rien n'est acquis pour moi. Rien n'est acquis. On va reparler de pas mal de sujets, particulièrement sur les animaux, bien entendu. Mais quelle est, selon vous, non pas pour les autres, votre plus belle qualité? De parler aux animaux. De parler aux animaux. Ouais. Alors c'est hyper intéressant ce que dit, parce que j'ai une question sur le langage des animaux, mais on en parlera, par la suite. Mais pouvez-vous simplement développer rapidement, parler aux animaux? Vous pouvez avoir deux individus totalement indépendants et différents. Ils vont vers un animal, l'animal va devenir très agressif, ou se méfier, avoir peur, ou pas être intéressé. Moi, les animaux, j'arrive à rentrer en communication avec eux, et je leur raconte des histoires, je leur fais des cris, des machins. J'approche petit à petit, et en approchant petit à petit, en fait, je ressors des émotions avec l'animal, et une complicité. Et ce qui m'intéresse, c'est l'émotion complice avec l'animal. Et si vous regardez mon travail, vous verrez qu'il y a beaucoup d'images comme ça. Et en fait, quand j'arrive à ce stade, c'est gagné pour moi. C'est l'animal qui fait la photo et pas moi qui fais la photo. Je le laisse faire la photo, en fait. C'est ça qui me passionne. Ça, c'est hyper intéressant. Là aussi, j'ai une question pour vous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques questions de sémantique. Oui. Qu'est-ce qu'un photographe et qu'est-ce qu'une photo? Pour moi, un photographe, c'est un témoin qui transmet aux autres ce qu'il a envie de montrer. Donc c'est subjectif. C'est mon regard à moi. Non, c'est pas subjectif. C'est votre regard à vous. Oui, c'est mon regard, c'est mon message, c'est ma manière de voir les choses. En ayant fait les guerres, par exemple, je n'ai jamais photographié la misère ni la mort dans mon travail. Et des scoops, j'en ai eu des tas. Je n'ai jamais appuyé. C'est ma manière à moi de montrer les choses belles, quel que soit le sujet. Je ne veux pas montrer des choses négatives. C'est trop facile, en fait, la misère, tout ça. Même avec la guerre. Oui, la guerre, je cherche toujours quelque chose qui va te donner de l'espoir. Ça, c'est paradoxal. Enfin, pour le commun des mortels que nous sommes, de vous entendre, je me dis, mais qu'y a-t-il de positif, d'une certaine manière, dans la guerre? Dans les photos de guerre, vous avez été grand reporter de guerre. Oui, mais le positif, c'est pas de montrer la misère, déjà. C'est vrai. Le positif, c'est pas d'être voyeur. Oui. Le positif, c'est de montrer des images de personnes qui vont essayer de faire le mieux dans cette situation extrême et difficile. Parce qu'aujourd'hui, les guerres, on ne sait plus. Avant, on savait où étaient nos amis et nos ennemis. Aujourd'hui, on ne sait plus qui sont nos amis sur un terrain de guerre. Donc, le positionnement pour un photographe est très difficile. Et la presse est devenue une cible. Ah oui. Ouais. C'est ça. Donc aujourd'hui, la dernière guerre que j'ai faite, c'est l'Afghanistan. J'ai vu des choses affreuses et j'ai décidé d'arrêter complètement.
À cause de ce que vous avez vu. Oui, j'ai dit c'était bon, quoi. Et c'est à ce moment-là que vous êtes passé, donc... Alors moi, j'ai toujours été très proche de la nature, des animaux. Gamin, j'étais tout le temps dans la forêt tout seul à regarder ce qui se passait. Et je suis parti pour des raisons familiales à 14 ans de chez moi. Donc j'étais dans la rue, j'ai crevé de faim, je sais ce que mourir de faim. Je sais le plaisir d'avoir un verre d'eau. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. On ne se rend pas compte de tout ça parce que c'est tellement facile. La vie aujourd'hui nous donne tout facilement, mais en fait, rien n'est facile. Il y a des gens derrière tout ça pour qu'on arrive à avoir ça facilement. Et en fait, la société actuelle nous conditionne pour qu'on soit jamais content et en avoir toujours plus. Oui, c'est ça. Donc, ce conditionnement, par exemple, j'ai vu le jour quelqu'un faire la queue dans un restaurant du cœur. J'étais très ami de Coluche. Il avait le dernier iPhone à la main. Là, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas les moyens d'acheter un iPhone. Je ne comprends pas ce paradoxe, cet assistanat qu'on entretient, qu'on développe de plus en plus. Parce qu'en fait, en faisant comme ça, l'individu est totalement soumis à tout ça. Et en fait, je pense qu'il est très important d'aller chercher ses ressources en soi pour voir la vie avec son regard à soi. Oui, mais alors alors là, vous avez donné une définition du photographe. Je voudrais rebondir tout de suite sur ce que vous avez venez de dire. Votre réflexion me fait penser à Wim Wenders, qui souligne que le photographe écrit avec la lumière. Finalement, vous, avec tout ce que vous faites, c'est d'une certaine manière la lumière qui éclaire votre travail et que vous mettez en lumière pour les autres. Alors, pour moi, la lumière, c'est mon ami numéro 1 dans la photo. C'est-à-dire, je joue avec la lumière. Voilà. Je joue avec la lumière. Pour moi, la lumière, c'est comme une balle de ping-pong, ça rebondit. Donc, si on sait jouer un revers, on pourra faire une bonne photo parce qu'on va adapter la lumière par rapport au sujet. Et en fait, la lumière, il faut la regarder, il faut l'observer. Et que ce soit la lumière du jour, la lumière qu'on crée artificiellement, des scènes de lumière comme les aurores boréales, c'est ça. Tout ça, c'est assez magique. En fait, la lumière est magique pour moi. C'est la vie. C'est la vie, oui. Mais maintenant, on va me la question, qu'est-ce qu'une photo pour vous? Une photo, c'est une image qui se passe de légende et qui interpelle. Comme on dit à Match, je travaille beaucoup avec Match et tous ces gros magazines, waouh, c'est la photo waouh qui va faire créer une émotion. Sur mes expositions sur les animaux, bon, j'ai fait beaucoup de scoops dans ma carrière, beaucoup. Sur les animaux, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'il y a des gens qui pleurent sur mes photos. Donc, c'est-à-dire que je crée une émotion. Oui. Et je pense que si on crée une émotion, on crée une réaction. Et la réaction peut être positive pour la planète. Qu'est-ce qu'une émotion? Comment définissez-vous l'émotion? C'est un lâcher-prise total. Un lâcher-prise total. Total. D'accord, je fais une petite parenthèse. Est-ce que les émotions des animaux, d'une certaine manière, sont les mêmes que celles des humains? Que les animaux sont émotifs aussi. On voit des chiens. La première fois, je suis allé voir les gorilles au Rwanda. Oui. On monte dans le volcan, c'est très difficile, parce que c'est assez dangereux, ça glisse et tout. Et on avait une consigne, c'était avant le Covid, de ne pas approcher à moins de 7 mètres. Pour moi, 7 mètres en photo, c'est pas mon travail. Moi, j'aime bien la proximité. Et petit à petit, on est arrivé sur un groupe, une vingtaine. Il y avait une famille avec papa, maman et le petit. Et j'ai approché, petit à petit, j'ai approché, sans me rendre compte. J'étais dans mon image et dans l'échange avec l'animal. Oui. Il me regardait, il me laissait faire, donc j'approchais à 1 mètre. Et là, j'ai eu des émotions, parce que le regard s'est provoqué, et j'ai une émotion. Mais je n'ai pas vu arriver le mâle dominant, le mâle alpha, qui lui protège le groupe et est venu me donner un grand pain. Oui, c'est ça. Un genou. Mais c'était prêt à payer, quoi. Je considère que... Mais quand la première fois que j'ai vu un gorille, c'était une émotion pour moi. Je voyais un humain, quoi. Parce que c'est la première fois que vous en voyez un? Ouais, en liberté, ouais. En liberté, oui. Ouais, pour moi, c'est un humain, enfin, c'est incroyable, quoi. 90% d'ADN commun, quoi. Ah, oui, ça. Alors, ce qui est très étonnant aussi chez un gorille, c'est la force tranquille. Vous montez sur le volcan de manière rare, vous avez des arbres assez gros comme ça, vous accrochez, il ne bouge pas, lui il arrive derrière, pouf, il met la par terre comme ça. Ah oui, c'est ça. Donc là, vous sentez... Donc il y a vraiment des similitudes entre le gorille et l'humain. Ouais, puis il a une puissance hallucinante, quoi.
Votre réflexion sur l'émotion et la sensibilité me fait penser à votre confrère, le photographe Henri Cartier-Bresson, qui souligne que s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de choc. Si on ne réagit pas à la sensibilité, on ne doit pas prendre la photo. C'est la photo qui nous prend. Alors, Je suis entièrement d'accord. vous êtes entièrement d'accord, mais moi je voudrais rebondir sur la dernière partie, c'est la photo qui nous prend. Par définition, si c'est la photo qui nous prend, et d'une certaine manière, nous qui ne prenons pas la photo, est-ce que la photo, c'est un miroir de nous-mêmes? Dans le sens, si la photo nous prend, elle nous renvoie à nous-mêmes. Alors, moi, j'ai eu la chance de... Maintenant, je dis la chance, mais je ne disais pas que c'était la chance avant. Je suis archi-dyslexique. Mais totalement, j'arrive pas à lire correctement, c'est compliqué dans ma tête et tout. Donc, à l'école, à l'époque, on m'a laissé à l'arrière de la classe et j'ai ni appris à lire ni à écrire à l'école. À 14 ans, quand j'étais dans la rue, je ne savais pas lire ni écrire. Et comme je travaillais mal à l'école, je n'ai pas eu de cadeau dans mon enfance. Donc pour revenir à tout ça, ça veut dire que je me suis formé en observant. Et en fait, j'ai compris il n'y a pas très longtemps, pour dire le sens, comme je n'ai pas eu de jouets, j'ai réussi à jouer avec les vrais jouets en fait. Les avions, les porte-avions, les sous-marins, les TGV, j'ai eu un TGV de journée. J'ai compris que j'avais joué avec les vrais jouets. Et je pense que tout ça a un lien très précis. C'est un lien très précis. Je crois qu'avec la volonté, tout est possible dans la vie. Moi, je n'ai aucune limite de rien. Des fois, je mets 10 ans à obtenir une photo, mais quand je décide de faire un truc, je ne lâche pas, parce que lâcher, c'est tellement facile, l'abandon est tellement facile, que la volonté, ça donne de la force, et quand on réussit, c'est tellement plaisant, ça donne un plaisir, c'est une jouissance intellectuelle aussi. Et ces moments-là, c'est des moments extrêmement privilégiés qu'il faut absolument vivre à 100%. Et je pense que la joie, le plaisir, le bien-être, on oublie un peu dans la société actuelle. Oui. Et les gens se plaignent tout le temps, ils sont jamais contents. Ils ont tout, mais ils ne sont jamais contents. Et en fait, il faut bien réfléchir à tout ça aujourd'hui, dans la philosophie de la vie de tous les jours. Mais c'est dans la philosophie de la vie de tous les jours. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse, l'étymologie. La photo, c'est quoi? C'est l'amour de quoi? C'est l'amour de partager, de transmettre. La transmission. D'accord. Pour moi, c'est la transmission. Et le partage. C'est vraiment le partage. Alors, la transmission et le partage, Alain, est-ce que finalement la photo, comment dirais-je, ne permet pas de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire l'intériorité humaine? Vous avez des émotions, vous avez une sensibilité. Est-ce que derrière vos photos, finalement, ce n'est pas une part de vous-même qui se... Ah, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, tous les gros magazines, tout ça, tous les directeurs disent, de toute façon, une photo Ernaud, on la reconnaît tout de suite. Oui, c'est ça. On la reconnaît parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel dedans. Et puis il y a un cadrage, il y a des couleurs, des lumières. C'est une volonté. Ça vous dépasse. C'est inconscient. C'est inconscient. C'est mon intérieur qui parle en fait. Mais par exemple, quand Life ou quand Canard m'appelait, Alain, je voudrais que tu nous fasses ça. Dans la minute, je disais, on va faire ça pour la double page, on va faire la suivante comme ça. Je racontais mon scénario photo dans la minute. Si ça ne passait pas dans la minute, pour moi, ce n'était pas mon sujet. C'est instantané mes idées. J'arrive à... En fait, un match, je parle beaucoup de matchs que je travaille avec eux, mais on appelle ça la gamberge. La gamberge, c'est un mécanisme intellectuel pour trouver les bonnes solutions pour les photos et d'arriver à un résultat. Une fois, M. Lagardère-Père m'avait demandé de faire une photo de 380 Airbus qui n'existait pas. Donc là, donc je suis allé à Toulouse, il n'y avait rien. J'ai demandé à voir le champ où il serait construit l'avion aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait dessiner la ligne par les géomètres. J'ai demandé aux 700 personnes qui travaillaient sur le projet chez Airbus de s'habiller en blanc. Et je leur ai fait le contour et je leur ai fait faire l'avion, en fait. Ah, excellent. L'avion à l'endroit. Et imaginez l'énergie qu'il faut mettre pour arriver à ça en 24 heures. Oui. L'énergie. On a construit des routes, il n'y a pas de route, voilà l'énergie. Et en fait, quand vous êtes votre idée, vous êtes seul avec votre idée. Parce que vous pouvez la partager, mais personne ne peut la comprendre. Parce que c'est votre monde à vous. C'est vrai, voilà. Donc vous partez en hélicoptère, vous n'êtes pas sûr que la photo va marcher. Donc vous avez un stress incroyable et vous savez qu'il faut faire ça en une heure parce qu'il y a le satellite américain qui va passer. Il ne faut pas montrer la taille de l'avion. Ah oui, c'est ça. Côté confidentiel. Donc quand vous montez, vous n'êtes pas sûr de la photo, c'est pas gagné. Vous voyez, il y a des stress, on passe à 1000% de stress. Et en fait, la photo, elle a fait
300 magazines, y compris ici à Tab chez Boeing, New York Times, enfin elle est passée. Parce que justement, j'ai rendu un projet très technologique, très humain. Très humain. Et je trouve ce contraste pour moi très intéressant. Dans mes photos de pilote de chasse, j'ai 3000 plus de milliards de photos en vol. J'ai toujours rendu humain les avions, les gens, les équipes. J'ai retiré le côté mécanique, technologique qui est présent dans mes photos, mais je l'ai rendu humain. C'est passionnant, Alain Hermou, ce que vous dites. Pourquoi? Parce que vous humanisez finalement ce que vous faites, vous humanisez les photos, vous humanisez l'autre d'une certaine manière, celui qui va regarder les photos. Cependant, on ne parle pas d'humain sans parler de temps. Et on ne parle pas de photographie sans parler du temps. Ma question, Alain, est la suivante. Quelle est la force du temps, et particulièrement de l'instant T, dans une photo? Parce que c'est figer le temps, on fige le temps. Alors, pour moi, le temps, quand on dit que le temps passe vite, c'est une notion totalement fausse. On passe dans le temps. Tout à fait. Le temps ne bouge pas, c'est nous qui passons dans le temps. On défile dans le temps. C'est ça. Alors, l'instant T de l'image, j'ai souvent fait des cascades ou des choses très difficiles et dangereuses. Vous êtes sur une... J'ai fait par exemple la voiture qui a passé le mur du son aux États-Unis. Je suis resté 7 semaines dans le désert pour photographier une voiture qui allait passer 1235 km/h. Ah oui. Donc le cerveau, je vous dire, le cerveau, c'est ça. Il n'est pas habitué à ça. Il ne voulait pas d'hélicoptère parce qu'on ne savait pas ce que l'ongle de choc allait faire sur la voiture. Si la voiture allait exploser, décoller, on ne savait pas. Donc je me suis retrouvé à ULM. Donc j'ai décidé de montrer, d'aller comme ça vers la voiture, au moment qu'elle passe le mur du son, pour la photographier au TD pour avoir l'ongle de choc. Mais en fait, quand vous voyez la voiture à 10 km, il faut appuyer à ce moment-là. Oui. Et en fait, elle a passé le mur du son sous ULM, on a fait péter l'aile, parce que l'ongle de choc. On est les seuls à avoir entendu l'ongle de choc parce qu'elle est passée verticalement. Excellent. Donc là, c'est l'instant T. Là, c'est de la concentration, c'est du lâcher-prise, faire de la cohérence cardiaque pour être zen, pour être dedans. Il faut, en fait, le cône de la vie est comme ça, pour moi, il est 180 degrés. Et quand vous rentrez dans une image comme ça, vous fermez à 1 degré. Ce 1 degré, il ne faut absolument rien prendre dedans pour être à l'instant T de la photo. C'est passionnant. C'est passionnant cet instant T de la photo, mais dans cet instant T dont vous parlez, quelle est la part de prévoyance et de hasard? Je vous pose cette question parce qu'en préparant cette interview, je suis allé lire John Stuart Mill, qui a une citation intéressante sur la photo. Il dit que la photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. Comment remontez-vous à cette citation de... Alors moi, j'ai 2 sortes de travail. Oui. J'ai le travail que j'organise, que je maîtrise, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand vous faites voler la patrouille de France à 1,50 m les uns des autres, et quand je passe en vol d'eau au-dessus à 1 mètre, on a fait une photo, l'improvisation en vol a tué. Oui, c'est ça. Donc là, c'est des synopsis, des dessins, des préparations, des briefings, et là, on cadre. Donc ça, c'est ce côté, je dirais, cadré. Le cadrage de la photo, on va dire. Et autour de ça, mon esprit, il est ouvert, il observe, il est très attentionné à ce qui peut, l'instantané qui arrive. Et là, je vole des photos instantanées par rapport à ce que j'ai prévu de faire. C'est ça. Donc les deux sont complètement complémentaires. Et si on fait les deux, on raconte une histoire plus complète. Ah oui, de mettre les deux ensemble permet de raconter une histoire plus complète. Ouais. Et donc d'aller dans la précision, peut-être, en tout cas dans le... Ben moi, je suis précis. Oui, c'est ça. Je suis obligé d'être précis, sinon ça ne marchait pas. Quoi. Sauf que maintenant, avant, je contrôlais ce que je faisais. Maintenant, c'est les animaux qui contrôlent pour moi. Voilà. Mais alors, en parlant des animaux, je voudrais passer à la seconde partie de l'interview. Alain, vous passez votre vie, une grande partie de votre vie à photographier les animaux. Vous êtes, et vous l'avez dit, vous l'avez sous-entendu tout à l'heure, un amoureux de la nature. Quelle définition donnez-vous de la nature? Un grand cinéma à l'infini. Vous avez vraiment de très belles définitions. Vraiment, je trouve ça. Permettez-moi de vous demander d'argumenter votre. C'est superbe votre réflexion. Ouais. Parce que si on regarde la nature avec des yeux ouverts, on y voit beaucoup de choses. Le dernier projet que j'ai fait qui s'appelle Les Sosies de la Terre, qui est plus de 10 années de travail,
où j'ai voulu associer ce que je voyais en animal ou végétal avec son opposé. Donc j'ai comparé le végétal et l'animal. Et c'est que de l'observation, avec des lumières, des formes, des couleurs et tout. Et en fait, quand on observe la nature, plus elle nous donne. Moi, sans nature, je meurs. Je peux m'émerveiller sur un rayon de soleil, sur une brindille d'eau le matin et tout. Et en fait, si on sait utiliser la nature au niveau positif, énergétique en soi, la communication qu'elle nous apporte, elle nous donne énormément. En fait, moi, elle me nourrit. Quand je suis dans la nature, je suis créatif. J'ai des carnets et je remplis des idées, je fais des dessins de photos, je n'arrête pas. Alors je dis à Alain, dis Arnaud qui se calme un peu des fois. Ah oui, mais quel est pour vous ce qui vous fascine dans la nature? C'est un grand mystère. La nature est un mystère. Vous parlez d'infini tout à l'heure dans cette définition. Quand vous savez que les arbres communiquent entre eux, que les plantes communiquent entre elles, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est en train de détruire la nature. On se détruit directement. On est liés complètement. Enfin, il n'y a pas de. On est indispensables les uns les autres. Et que, par exemple, il y a des arbres en Afrique du Sud qui acceptent certaines fourmis sur l'arbre, et en échange, l'arbre défend les fourmis des attaques. Ah ouais. Il y a plein de trucs comme ça dans la nature, tout le temps. Et il y a des fleurs au Mexique qui sont développées, qui sont adaptées aux colibris qui viennent prendre le nectar. Elles sont adaptées au nectar. Tout ça s'adapte entre eux. Nous, on ne s'adapte à rien, on détruit. C'est ça la grosse différence. La nature, elle se comprend entre elles, elle s'adapte. Nous, on est des prédateurs destructeurs. Alors, est-ce que nous, l'humain, détruit la nature parce qu'il ne la comprend pas ou ne laisse pas l'écouter? Enfin, on n'écoute pas. Pourquoi on détruit la nature? Parce qu'on pense qu'elle est indestructible. Par exemple, avec toutes les constructions qu'il y a aujourd'hui, il faut du sable. On va de plus en plus chercher le sable très profond en mer. Ça détruit les fonds. Mais je dis aussi que l'homme a fait beaucoup de choses positives pour l'homme. La médecine, on vit plus longtemps. Avant, on ne pouvait pas se guérir de rien. On se guérit de beaucoup de choses. Donc l'homme fait beaucoup de choses positives aussi. Mais la nature est un peu mise de côté, je trouve. Oui, mais alors est-ce qu'il n'y a pas une confrontation, je pense, à cette citation de Dobbs, l'homme est un loup pour l'homme. Finalement, l'homme est un loup pour l'autre, l'homme est un obstacle pour l'autre, mais l'homme aussi est donc un obstacle pour la nature. Ah oui, parce que l'homme détruit en ce moment. L'homme détruit. Oui, je trouve qu'il détruit. Détruit, et en fait, un autre exemple, c'est qu'en Afrique, démographie évidemment, augmentation des champs, pesticides, c'est ça. Et en Afrique du Sud, les vautours viennent manger des cadavres, ils meurent à cause des pesticides. 60% de la population de vautours a disparu en 10 ans. Ça veut dire que la race chez l'homme, avec mort, est revenue à très, très grands pas. Elle avait totalement disparu. Donc la nature est encore la plus forte, parce qu'elle est réagit. La nature aura toujours le dernier mot. Ah, toujours, ça, là, j'en suis persuadé. Et alors parlons des animaux, Alain, parce que les animaux, c'est votre passion. Maintenant, oui. Maintenant, parce que c'est vrai que vous avez eu plusieurs vies, si je puis dire, mais toutes ces vies que vous avez eues, qui construisent votre vie, vous passionnent, ça se voit sur vous, ça s'entend. Qu'est-ce qu'un animal? Première définition que vous pourriez donner à un animal. Un être indépendant. Un être indépendant. C'est-à-dire si un animal, quand vous voyez un animal dans la savane, il est totalement indépendant, il doit se protéger des prédateurs et tout. Mais dès que vous le mettez en cage, il est tellement triste. Oui. En fait, il a besoin de son indépendance pour être heureux. Donc si je poursuis votre réflexion, vous n'êtes pas d'accord, même si ça se fait de moins en moins maintenant, les animaux dans les cirques. Non, parce que souvent, on les oblige à faire des choses et on les force à faire des choses. Si l'animal le fait par bon sens, je ne suis pas contre. Mais si on le force à faire, non. D'accord. Est-ce que je compare l'homme à l'animal? J'ai travaillé sur ces sujets-là dans mes travaux, ça a été intéressant parce que je me suis posé un jour la question, et je vous la pose aujourd'hui, Alain. Quel est le statut de l'animal? L'animal a-t-il un statut? Parce qu'on parle des statuts de l'homme, les droits de l'homme, etc. Les animaux ont-ils un statut? Les animaux ont-ils des droits? Ah, pour moi, ils ont des droits. Et lesquels? Il faut leur laisser leur territoire, pour moi.
Je suis parti à 17 ans de Normandie en autostop parce que j'avais vu dans un sujet à la télévision à l'époque que le pays d'Ogon, au Mali, mourait du palu. Donc ça m'avait attristé. Donc j'avais rempli le sac à dos de Nivaquine et je suis parti en stop. J'ai fait donc France, Espagne, Maroc, Algérie, Sahara en stop, ce qui n'était pas facile. Et je suis parti en stop. Et je dormais à même le sol. J'avais juste un duvet à cause du poids. Et à un moment, j'ai un cobra noir, qui est un des plus mortels d'Afrique. Il s'est mis sur mon ventre quand je dormais. Il cherchait la chaleur. Et en fait, je n'ai pas bougé, évidemment, c'est dangereux. Et après, il y a une hyène qui est venue. Et le serpent a eu peur. Énorme, ça. Donc, des choses comme ça, j'en ai vécu pas mal. Et en fait, quand je suis arrivé chez Degon, moi qui étais malade, ils m'ont soigné. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que on sent que vous avez cette complicité avec l'animal. L'animal est-il intelligent pour vous? Ah oui. La même intelligence que l'homme? Différente. Quelles sont les caractéristiques différentes de ces deux intelligences? Que nous, l'homme, on est des entrepreneurs. On entreprend tout le temps, on développe souvent, on avance tout le temps. Que l'animal, son intelligence, ça va être pour la survie. Et en fait, elle n'est pas pour détruire, elle est pour survivre. Et quand on voit la relation dans les groupes de lions, par exemple, hiérarchiques, dans les combats, les chasses et tout, y compris chez les licaons, les chiens sauvages, oui. C'est hallucinant. Il y a des choses. Moi, des fois, à la campagne, dans ma main, j'ai des oiseaux qui viennent se poser. Ah, vous êtes extraordinaire. Ouais, ça, c'est des moments. Je crois qu'il faut que j'aille vous suivre alors là, parce que c'est des moments privilégiés. Cet été, là, j'étais me balader, il y avait un passon qui est venu sur mon épaule et qui m'a suivi pendant 2 jours. Mais c'est énorme. Ouais, parce que juste qu'ils ressentent les animaux, plus que nous. Ils ressentent complètement. Ah, ça, j'en suis persuadé à 100%. Ils ressentent, d'accord. Donc c'est une intelligence là-dessus. Oui, c'est une intelligence émotionnelle. Émotionnelle. Oui, ils ont une intelligence émotionnelle extrêmement développée, qui est égale à un instinct de survie, la protection. Mais vous, alors, est-ce que ce côté, cette complicité avec les animaux, en prenant du recul, sur vous, était l'inné? Inné. Moi, mon parcours m'a obligé à me faire confiance. Enfin, je doutais de moi, évidemment, quand vous casse votre jeunesse, vous avez un gros doute de vous, vous ne croyez pas en vous. Mais j'ai construit ma vie par mon intuition. Je ne crois que mon intuition. J'ai peur de rien, en fait. Mais j'ai un ange gardien qui me dit de temps en temps, là, arrête tes conneries. Recule. Mais c'est vraiment mon intuition qui me guide. Oui. Et en fait, je ressens des choses beaucoup. Ah oui. Énormément. Je peux très très vite. Vous ressentez les choses. Ça comme en intuition. Ouais, parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place inconsciemment, je pense, pour pouvoir faire face à des situations extrêmes. Alors, malheureusement, l'interview va bientôt s'achever, mais j'avais quand même quelques 2-3 questions encore à vous poser. Peut-on parler d'un langage entre les animaux? Est-ce que les hommes parlent? Est-ce que les animaux parlent ou communiquent-ils? Énormément. Mais ils parlent ou ils communiquent? Ils ont 2 sortes de langage. Ils parlent entre eux quand ils sont bien et ils communiquent quand il y a un danger. C'est intéressant ça. Quand vous avez, par exemple, un fauve, un léopard ou un guépard ou un lion, il y a un groupe de gazelles, ou d'antilopes plutôt, qui voit le prédateur. Il fait un petit cri très petit cri, instantanément les autres savent qu'il y a de danger et partent. Et sinon, quand ils sont ensemble, ils se caressent, ils se parlent en douceur. Ah oui, par exemple, le gorille a plein de cris différents en fonction de ce qu'il veut. Excellent. Ouais. Il y a un cri pour j'ai envie de faire l'amour avec toi, il y a un cri attention danger, on y va, un cri pour on y va. Quand le mâle dominant il fait un cri, il y a tout le groupe instantanément qui se lève et qui le suit. Mais nous, est-ce qu'on le comprend, humain que nous sommes? Vous, c'est votre travail, si je puis dire, vous les avez tellement observés que vous voyez. Mais est-ce que le langage animalier, je n'ai pas encore étudié cette question. Oui. Je ne veux pas me faire influencer par des personnes qui font des études, des recherches. Je veux vraiment rester dans mon intuition, oui. pour être neutre. Ouais. Et puis avoir des ressentis que j'ai comme ça. Ça me fait penser aussi aux éléphants. Vous parliez d'autres animaux, mais les éléphants, quand ils sentent le danger, c'est à des kilomètres à la ronde avec leur... Pire que ça. C'est à combien alors?
D'abord, ils ont des coussinets très sensibles, ils communiquent avec des coussinets à plusieurs kilomètres. Une fois, j'étais en Tanzanie, il y a un guide qui a bloqué un éléphant exotique qui sortait de l'eau. C'était une connerie, donc jamais ça. Elle a envoyé un petit cri, il n'y avait aucun éléphant autour. En l'espace de quelques secondes, il y a un groupe de mâles énormes, collés les uns les autres, comme les tortues ninja, à fond la caisse en train de crier, qui sont arrivés à la défendre tout de suite. Ah ouais. Mais c'était magique, c'était une scène fabuleuse. Dans la voiture, il y avait 2 touristes, dont une femme, elle a eu très très peur. Moi, je trouve ça fabuleux, quoi. Ah oui. Fabuleux, quoi. La cohésion du groupe, l'entraînement du groupe, la protection du groupe. Les éléphants sont très protecteurs. Très protecteurs. Très protecteur. Vous avez une chance et un privilège énorme, finalement, c'est de vivre avec la nature, dans la nature, avec tous ces animaux. J'aime pas le mot privilège, là. C'est vrai. Parce que je trouve que ce privilège, j'ai travaillé pour l'avoir. Oui. Donc c'est pas un privilège. Non, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas un privilège. Non, mais vous avez raison. C'est le résultat d'un travail énorme, sans fin, jour et nuit, pendant des années, toute ma vie, pour arriver à ça. C'est ça. En fait, on n'a pas de privilège. On s'accorde des moments, on va vers une direction pour obtenir ce qu'on a envie. C'est ça. Mais c'est ça qui est génial. Mais malheureusement, là aussi, l'interview s'achève. Mais est-ce que, Alain, vous pouvez parler de vos projets, de vos écrits, de vos travaux que vous avez faits à tous les étudiants qui vous écoutent? Alors là, j'ai la chance, nous sommes en pleine période de la COP 15 à Montréal. J'ai fait un nouveau projet où je considère que l'animal est exclu de la Terre. Donc j'ai inclus la Terre dans mes photos. Et ça a été retenu par le ministère de l'Écologie. Il est sur le stand Pavillon France, donc du gouvernement à la COP, donc je suis très fier de ça. Oui, félicitations. Je suis très fier parce que c'est un message. C'est le fruit de votre travail. Là, il y a Stern, qui était quand même un des plus gros magazines du monde, elle vient de faire cette semaine elle fait 10 pages sur les animaux. Donc je suis content que les animaux... Moi, je ne suis pas nerd de leçons. Non caca, je suis un nerd de leçons. Je ne sais rien et je ne saurai jamais rien. Je sais ce que je vois à l'instant T, mais je sais que ce n'est pas acquis, que tout est remis en cause perpétuellement. C'est ça. On est en mouvement, en fait. On est en mouvement et moi, je prends, je me nourris, j'ai très faim, en fait, parce que je suis très curieux, je me nourris beaucoup, beaucoup. Et en fait, tout ce que je prends, j'essaie des fois de le trier, mais je laisse ouvert à toutes les possibilités, quelles qu'elles soient. Et en faisant comme ça, en fait, j'ai des relations fabuleuses avec des gens, des animaux. Ça me permet des relations privilégiées. Là, je suis d'accord. Voilà. Privilégié. Et on peut vous retrouver sur votre site internet. Ernou.art, pardon, excusez-moi. Et mon dernier livre, c'est Des sosies de la Terre. Voilà. Alors, voilà mes derniers livres. Alors, La 6e extinction, édition EPA, qui permet de... J'ai fait une reliure népalaise, que je voulais faire un objet hommage aux animaux, en fait. Oh, magnifique. Je suis totalement dans la sobriété de la maquette et tout. C'est beau le noir et blanc. On est dans l'essentiel. Et oui, c'est ça. Et le noir, c'est la mort, c'est l'extinction. Tout à fait. L'ombre et la lumière. Ouais, je trouve ça très intéressant. C'est super montré. Ah, oui. Donc, vous voyez, donc celui-là, il a été publié donc aux éditions EPA. EPA. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Super. Et j'ai la chance, ça, je suis fier de ça, que les Chinois, incroyable mais vrai, aient aimé ce livre, on a fait une édition chinoise. Énorme. Ah ouais, les Chinois s'intéressent aux animaux voie de disparition. C'est énorme. Ouais, par la photo en fait. Les amis, voilà. Les amis, les Chinois. Ouais. Ça, c'est un coup sympathique. Super. Alors ça, c'est mon dernier travail, c'est le 27e livre. Magnifique. Des sosies de la Terre, où j'ai comparé le végétal et l'animal. À quelle édition? C'est les éditions. C'est marqué Gourguff, Granet, Digo. Les amis, de toute façon, je vous mettrai tous les ouvrages et les références. Là, magnifique. donc là, je cherche la similitude visuelle entre le végétal et l'animal. Et ça, c'est très intéressant. Et ça a été retenu par le gouvernement aussi. C'est le cadeau officiel du ministère de l'Écologie. Donc en fait, c'est de l'observation. Si on observe la nature, elle nous le rend. Regardez. C'est magnifique. Oh là là. Et ça permet ça apprend à regarder. Ça apprend à regarder, c'est ça. Voilà. Non pas à voir, mais à regarder. Voilà, regarder, à comprendre. Ah, c'est magnifique. Oh là 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 là. Voilà. Félicitations, les amis sosies de la Terre, les vous-même. Je vous mettrai de toute façon dans les commentaires les références. Alain, une dernière
dernière question à tous les étudiantes, les étudiants qui vous regardent aujourd'hui. Quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir? La volonté du possible. Tout est possible dans la vie. Il faut se limiter à rien et y aller. Et pour ça, il faut du courage, il faut travailler, il faut avoir peur de rien, il faut se remettre en question tout le temps. Il faut apprendre que les échecs sont des positivités de la chose. Il faut constamment être en mouvement, en fait. Tout est possible. Les amis, tout est possible, comme vient de nous dire notre ami Alain. Merci Alain de m'avoir reçu. Vraiment merci. Merci. Vous êtes une personne très... enfin, je trouve, vous êtes un amoureux de la nature et vous savez la transmettre, vous savez transmettre cet amour pour la nature. Merci de ce moment passé. Et permettez-moi de terminer par une citation de Marc Ribot qui souligne, je le cite, et qui vous caractérise beaucoup, je trouve, la photographie ne peut pas changer le monde, mais elle peut montrer le monde, surtout quand le monde est en train de changer. Par vos photos, vous nous montrez le monde. Je suis pas d'accord. Oh, mais ça c'est encore mieux ça. Est-ce qu'il y a des photos qui ont changé le monde? Changer le monde ou changer notre regard sur le monde? Ah non, il y a des photos qui ont changé le monde. Sur le Vietnam, tout ça, il y a des photos qui ont fait changer la guerre. Non, les photos peuvent changer le monde, je ne suis pas d'accord. Alors les amis, les photos changent le monde, voilà, c'est extraordinaire. La philosophie permet de faire des liens. Les amis, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Merci à vous et merci Alain pour votre émission. Merci beaucoup. Merci.